la façon dont nous on a tourné ce film, au tout début quand on a commencé, ça a duré 3 ans je crois au total. Ça s'étale sur 3 ans. Et au tout début, on faisait un film qui était même pas nécessairement celui-là. On savait pas trop où on allait précisément. Et donc pour pouvoir lier toutes les images qu'on avait. Attends, je vais monter sur la scène. C'est pas juste pour me faire plus grand, mais c'est un peu voilà, je suis plus stable. Donc je disais, oui, c'est à travers le montage et la voix off qu'on a réussi à faire film de toutes ces images qui parfois n'avaient rien à voir les unes avec les autres, quoi. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une voix off enregistrée à l'iPhone d'ailleurs. Pour vous dire à quel point le mixeur du film, Nils Barletta, a fait un travail formidable, parce que c'était pas gagné. Parce que si on revient à la genèse du film, alors qui est quand même expliqué par bribes, justement par la voix off, qui raconte un peu cette rencontre, mais malgré tout, comme on ne sait pas très bien où se situe la frontière entre le réel et la fiction dans le film, que tout est très fictionnalisé. Peut-être rappeler quand même l'objet, cette rencontre. Bon, donc c'est le making-of des Chiens de la Casse qui a valu un prix d'interprétation à Raphaël Quenard au César. Celui de la révélation masculine. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre vous deux quand même. Qu'est-ce que tu insinues par là ? Je sais pas, tu me diras peut-être. Non, oui, tout à fait. Moi, en fait, j'ai fait une école de cinéma dans le sud de la France et mon professeur là-bas, c'était Jean-Baptiste Durand, donc le réalisateur du film Chien de la Casse, que tu cites si justement, et que j'espère que vous avez tous vu et apprécié. Et Jean-Baptiste, du coup, c'était mon professeur, et à côté, on faisait de l'aquabike ensemble. On était 2 seuls hommes de moins de 60 ans à faire de l'aquabike, donc ça a créé du lien. Alors on a beaucoup discuté, et à la fin de mes études, moi j'ai commencé à travailler en télé un peu pour des programmes télé qui sont pas nécessairement ce à quoi j'aspirais le plus profondément. Et à un moment je suis parti et je lui ai dit écoute, toi tu tournes ton film, fais-moi faire ce que tu veux, j'aimerais bien être sur le plateau, même si c'est je sais pas, faire de la régie, peu importe, là où il y a besoin d'aide, quoi. Et il m'a dit si tu veux, fais le making of. Je te file la caméra, c'est pas payé, fais le making-of. Et je l'ai fait avec un immense plaisir. Et donc, quand je suis arrivé sur le tournage de Chien de la Casse, avec ma petite caméra, j'ai croisé Raphaël Quenard. Je me suis dit, j'ai un bon client pour le making-of, a priori. Un très bon client, même, au point que Jean-Baptiste devait nous séparer et du coup me laisser plutôt filmer pour le making-of certaines séquences, parce qu'il savait que si j'étais là, après, ça partait en cacahuète et qu'il avait du mal à récupérer la concentration de Raphaël derrière. Et donc après, en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit tiens, faisons un court-métrage avec cette petite caméra du making-of, ce qu'on a fait. Nous, notre référence, c'était Striptease. Vous voyez l'émission Striptease ou pas ? Voilà. On s'est dit faisons un striptease, un faux striptease d'un comédien sur un plateau de tournage qui est mauvais. Parce que c'est ça qui est fascinant avec Striptease, c'est que les gens sont passionnés, mais ils sont mauvais. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, on a fait ce court-métrage, tous les deux. Pendant que je faisais le making-of et que lui, il tournait le film, le matin et le soir, Le court-métrage s'appelait L'Acteur. Si vous ne l'avez pas vu, il est encore disponible sur la plateforme France TV. Des droits d'auteur, donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment très très bien, parce que ça explique aussi le film là, mais surtout, moi ce que j'aime beaucoup dans le film, parce que tu parlais de Jean-Baptiste Durand, alors lui c'est un sacré personnage dans le film. C'est un grand comédien. C'est un grand comédien. Vous l'avez peut-être vu dans Miséricorde de Guy Roddy, là il était dans 2 films à Cannes, vous allez le voir aussi en tant que comédien, préparez-vous. Voilà, vous êtes premier sur l'actualité. Et donc il joue aussi dans le film, c'est vrai, il s'était prêté au jeu, et déjà il y avait le vrai réalisateur du film qui joue le faux réalisateur dans le vrai film, et le comédien, enfin il y avait qui joue le mec très énervé contre son acteur. C'est ça. Et donc on a fait ce court-métrage, et puis à la fin, il a fallu aller au bout, le monter, etc. On s'est rendu compte que ça prenait un peu plus de temps. Mais du coup, c'est ce film qui fait qu'on a continué à se voir. Moi j'habitais à Montpellier, mais on faisait des allers-retours. Et à la fin, on a fini ce court-métrage et on s'est dit, continuons de faire ça, et peut-être ne nous arrêtons pas à un seul tournage et voyons où nous mène la vraie vie. Puisque du coup, on était un peu toujours tributaire de ce qui se passait dans la vraie vie. S'il était pris sur tel film, on savait que nous, on allait raconter un truc faux, mais sur ce film où il a été pris. Ou quand il gagne un César ou les choses comme ça, nous, on ne peut pas l'anticiper. Donc on est toujours un peu à se nourrir de ce qui se passe en vrai.
Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a Et commencé. donc c'était un projet que vous aviez tous les deux, vous avez nourri tous les deux dès le départ, avec l'envie d'aller vers quelque chose de plus abouti. C'est plus abouti, c'est-à-dire Plus abouti pour arriver jusqu'à Il était très très abouti le court-métrage. Oui. Non, mais un peu plus long, disons, qui passe qui passe les 59 minutes et devienne un long métrage. Oui, en fait, je pense qu'on n'avait pas envie de se dire au revoir aussi quand on a fait le court-métrage. Donc on s'est dit, bon, on continue, on verra ce qui se passe. Et oui, on voulait faire un truc plus long. Et surtout, on voulait aller au cinéma parce que très longtemps et jusqu'à il y a récemment, ce film, certaines plateformes nous approchaient et nous disaient, vous savez, à mon avis, c'est vraiment plutôt chez nous que ça marchera qu'au cinéma, quoi. Mais bon, on a essayé de se boucher les oreilles et de résister au chant des sirènes parce que nous, ce qu'on aime, c'est le cinéma et on voulait à la fin avoir une super musique, un bon mix. Bon, pour l'image, c'est moi, donc je m'excuse par avance pour les cadres tremblotants et poussiéreux que vous avez vus pendant 1h10, mais en tout cas d'avoir un bon étalonnage et de faire un vrai film et de le voir au cinéma. Donc ça, c'était quand même une envie d'aller au cinéma, quoi qu'il arrive. Et a priori, du coup, ça passait plutôt par le format du long métrage que par un autre format. Bonjour, vous avez justement parlé juste avant de votre cadrage poussiéreux, etc. Et je me demandais quoi avez-vous filmé pendant tout. Du coup, il fallait un petit truc parce qu'il fallait l'emmener partout. Et je me demandais... C'est une Sony FX3. Voilà. Ça a plus une tête d'appareil photo que de caméra, hein, pour être tout à fait honnête. Et chacun d'entre vous peut la trouver assez aisément dans le commerce, je pense. Mais oui, c'est surtout l'étalonnage, hein, qui nous a un peu sauvés, hein, parce que oui, nous, on est vraiment que deux sur le plateau. Après, en post-production, on avait une monteuse avec nous, on avait un monteur son, un mixeur, etc. Mais au moment du tournage, on n'est que deux. Moi, j'ai juste une petite caméra avec un petit micro dessus et un micro HF, donc micro-cravate sur Raphaël. Et donc, ça veut dire, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chef-op, il n'y a pas de chef-op son. Donc, ça veut dire qu'à la fin, quand on amène tout ça à la post-production, en général, ils avaient plutôt tendance à revoir à la hausse le devis et le nombre de semaines. Et je peux pas trop leur en vouloir à ce niveau-là. Mais donc, oui, c'est vraiment du matériel le plus basique possible. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est littéralement la caméra la plus nulle qu'on pouvait avoir, puisque en dessous de ce modèle, ça passe pas à la télé, ça passe pas, voilà. Bon, il y a eu et on en a vu au Festival de Cannes des films tournés avec un iPhone. Hein, oui, mais ça, par exemple, ils peuvent pas finir sur Netflix, tous ces trucs-là, quoi. Il y a une charte de caméras qu'ils acceptent, et on a vu la liste, et on a fait et c'était tout en bas de la feuille, c'était le dernier in extremis, voilà. Il y a une intervention, je crois, encore. Oui, moi je me demandais, bonjour d'abord, si le chaman que vous êtes allé voir, c'est un vrai chaman ou bien c'est vraiment une blague avec l'histoire de l'ornithorynque, etc. Ou si c'est une vraie scène filmée avec, entre guillemets, un vrai chaman local, je veux dire. Ornithologue, peut-être. J'ai pas de souvenir d'un ornithorynque dans le... Oui, ornithologue, pardon, ouais. Alors, le chaman, c'est, je pense, parce que alors, beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? En général, la réponse est décevante, mais je vous l'assène tout de même. Tout est faux. Et le chaman, c'est peut-être le seul truc vrai, puisque lui, il savait pas qu'on faisait pas un documentaire sur les rituels chamaniques. Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'en foutaient, hein, de savoir qu'on filmait. Et c'était un vrai chaman qu'on a trouvé vraiment grâce à David, que vous voyez dans le film, parce qu'on était 4 jours au Pérou. Hein. Donc en 4 jours, il fallait réussir à faire rentrer tout ça. Et un soir, il nous a dit monter dans le pick-up. Il nous a amenés dans une espèce de ghetto, un peu, hein, de Lima. Il a dit descendez, moi je vais me garer 3 km plus loin parce que je peux pas laisser la voiture. Et on a frappé. Et il y avait le gros chaman qui nous a accueillis et qui, on l'a appris plus tard, est un chaman d'exception puisqu'il a formé 17 chamans sur Lima. Et c'est un vrai truc que je vous dis. Et il est réputé pour être un très très grand chaman blanc, parce qu'il y a les chamans noirs, il y a les méchants chamans et les gentils chamans. Et lui, c'est un gentil chaman. Et si jamais un jour vous êtes victime d'un sort d'un méchant chaman, il est aussi spécialisé dans justement la conjuration des mauvais sorts de chamans. Voilà. Et est-ce que c'est un vrai condor qui sonne à la porte de Raphaël Quenard ? C'est un vrai condor. Personne ne veut y croire. Tout le monde me dit c'est un dindon. C'est un vrai condor. Et c'est beaucoup plus impressionnant en vrai quand tu le filmes de très proche, puisque le dresseur, il avait une main comme ça, avec un doigt en moins.
Et ça fait 3 mètres quand ça déplie les ailes. Donc c'était un vrai condor avec tout ce que ça comporte de risque envers mon intégrité physique déjà. Donc je vous prierai de ne pas répéter que c'est un condor, un dindon et de prêcher la bonne parole. Mais justement, là, on arbore nos magnifiques t-shirts I Love Caen. Merci encore au Pacte. Mais pourquoi le Pérou ? Parce que c'était un moment professionnel de Raphaël Quenard. Non, parce que c'était gratuit. Et il y a vraiment eu un coup de fil. Alors c'était pas la veille pour le lendemain, mais est-ce que tu veux venir avec moi au Pérou ? Donc j'ai dit bon bah écoute, sur le papier j'ai pas de raison de refuser a priori, surtout que c'est gratuit, puisqu'il était invité par l'ambassade de France pour présenter Chien de la casse. Donc à nouveau ce film, on a fait un film sur le dos de ce film, on peut le dire je pense maintenant. Et donc il était invité là-bas et il avait vraiment un +1 et il y avait personne. Donc il m'a proposé 4 jours de vacances, mais je lui ai dit bon bah on filme tout depuis 2 ans. A priori, si on va au Pérou, on va bien trouver un truc à bricoler, quoi. Donc, on a écrit ce qu'on pensait être un court-métrage là-bas sur place. Et en fait, on a tourné 4 jours non-stop au point de se soustraire à quelques obligations administratives. Mais avec la bienveillance des gens de l'ambassade du Pérou, que vous voyez vraiment, tout ce que vous voyez au Pérou, et même tout dans le film, tout le monde joue son rôle. Hein. Voilà, donc l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur, quoi. Pour vous dire à quel point ils sont sympas là-bas au Pérou. Et pourquoi je racontais ça ? Pourquoi le Pérou ? J'avais posé une question. Parce que c'est une fois de plus, c'est la vie qui a fait que il a fallu écrire en 4 jours un truc avant d'aller au Pérou. Et quand on est rentré, on a fait une première version d'1 heure et on s'est rendu compte qu'a priori c'était pas un court métrage. Et on a mélangé ça avec, on s'est même devenu la partie principale, c'était la plus intéressante. Et on a mélangé ça avec toutes les archives qu'on avait engrangées les années précédentes. Donc c'était pas totalement une lubie de la part de Raphaël Quenard. Il y a un truc qui résonne là. Attends, je vais juste baisser un peu là parce que ça va être désagréable. Parce que je me souviens de Raphaël Quenard sur un plateau de télévision qui parle du condor et qui en parle comme d'un oiseau, d'un animal qui est vraiment pour lui totem. Et en fait, c'est une invention totale. Pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on a écrit un truc pour aller au Pérou, on savait qu'on voulait parler de ça. Donc du deuil amoureux, etc., de la solitude, qui contrastait bien avec tout ce qu'on avait déjà en images, qui racontait plutôt l'inverse de la solitude, c'est-à-dire, c'est très perturbant. Je pense que c'est celui-là, non ? C'est le copain du milieu ? Voilà, on va le virer. Bon. Du coup, oui, voilà, on voulait d'un coup raconter la solitude, surtout dans un film où on a raconté la course effrénée à l'inverse de la solitude en première partie. Et donc, dans ce cadre, on fait quelques petites recherches Google, mais vraiment le minimum, je pense, pour se considérer un tant soit peu légitime. Et on découvre un poème sur le condor qui parle de ça, qui parle de ce que ça représente là-bas au Pérou. Et on se dit, mais en fait, c'est fantastique, cette symbolique, elle va cristalliser le truc qu'on raconte. Et du coup, de là est venue peut-être une fascination pour Raphaël, non pas du condor, mais de sa symbologie péruvienne. Donc voilà, c'est plutôt une découverte juste avant de partir au Pérou dont on s'est servi et qui nous a nourri qu'une vraie lubie, à mon avis. Et pourquoi une lubie qui risque de devenir gravée en vous-même, puisque je crois que vous avez fait un pari tous les deux. Oui, tout à fait. Pour l'instant, je ne citerai pas trop les conditions du pari, comme ça, je pourrais toujours me défiler si jamais on y arrive. Mais il est prévu peut-être que l'ami Raphaël et moi allions nous tatouer véritablement le condor moche que j'ai dessiné sur une feuille de PQ bourrée sur l'épaule, afin d'immortaliser l'aventure que fut ce film. Mais vous serez sûrement les premiers au courant, si jamais ça venait à arriver. C'est lié au quand même, il faut le dire, ce qu'on appelle le box-office du film. Donc, si vous voulez qu'ils se tatouent vraiment tous les deux le condor moche dessiné sur un bout de PQ, il faut que vous en parliez autour de vous. Et on atteindra Si chacun d'entre vous ramène 10 personnes sur 4 ou 5 générations, comme ça, de façon exponentielle, on peut réussir à atteindre des beaux chiffres qui ne nous laisseront pas d'autre choix que d'aller nous faire charcuter le dos par un tatoueur.
Excuse-moi, Colline, je t'ai coupé, vas-y. Et pourquoi t'as choisi du coup le titre I Love Pérou? Parce que dans le film, c'est un peu caricatural. Quand il porte son t-shirt, vous dites, tu dis, change-toi parce que ça fait trop cliché, ça fait trop touriste. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre et que j'ai pas manqué de rappeler encore mardi soir dernier quand on m'a dit l'ambassadeur du Pérou veut venir voir ton film ce soir. Donc je lui dis, je vous dis à vous ce que je lui ai répété à lui. On n'a pas fait un film sur le Pérou. On a fait un film sur le touriste occidental cliché qui traverse une crise existentielle et qui d'un coup, ça pourrait se passer en Inde ou dans tous les pays qui sont inclus dans une anecdote d'un proche à vous qui a 50 ans a dit il est parti là-bas 2 jours et ça lui a ouvert les yeux et tout ça. Donc c'est plutôt, là en l'occurrence, on se moque d'un personnage qui est le touriste occidental et je pense que ce genre de... D'ailleurs c'est pareil. Parce que des fois, des gens me demandent comment on peut acheter le t-shirt I Love. Là, si l'un d'entre vous prend un t-shirt I Love Caen, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez payer 30% tout plus cher dans votre propre ville. Donc ça, c'est plutôt le symbole d'un touriste qui écrit en gros touriste que parler du Pérou véritablement. Et en fait, au début, il s'appelait pas comme ça le film, mais en fait, ça c'est devenu évident à force de le voir dans chaque plan avec son t-shirt, quoi. Et aussi, on aimait bien qu'il y ait un cœur sur l'affiche, mine de rien. C'est un peu kitsch, mais on s'est dit ça va avec le personnage qui est très kitsch aussi. Et voilà, c'est ça. Le touriste, kitsch, plus le petit cœur, on s'est dit c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut comme titre. Mais vous n'avez pas l'air d'accord a priori, parce que ça n'a pas convaincu les... Il y a une personne qui va intervenir, allez-y. Bonsoir, déjà bravo, c'est un super film, c'est la deuxième fois qu'on vient le voir. J'ai dit 10 fois à chacun. Et oui, déjà nous 2. 5 ou 6 générations, ça le fera. Et franchement, c'est un super film. Et je voulais savoir si vous avez pensé naturellement à José Garcia pour faire la voix du Condor. Évidemment. En fait, l'idée, c'était que déjà, on voulait un Condor qui parle espagnol. Pour des raisons évidentes. Puisque c'est la langue qui se parle là-bas en Amérique du Sud, on s'est dit il faut qu'il parle espagnol. Sauf que en fait, avec la musique plus le montage, etc., on a essayé et c'était dilué et en fait on portait moins attention tout simplement à ce qui se disait. Mais donc à l'époque on savait pas et on voulait faire une version espagnole, une version française. Et on s'est dit quel acteur parle les 2 langues avec brio et serait vraiment une bonne voix parce qu'en plus José, je l'appelle José maintenant. José, il a fait beaucoup de doublage et franchement, il nous a dit, nous le coup de téléphone, c'est tu veux jouer un Condor ? Lui qui dit OK, rendez-vous dans 4 jours. 4 jours après, il était là et il a donné 4 heures de son temps, si c'est pas bénévolement, au tarif minimum légal. Et franchement, il s'est donné et à la fin, on l'égosillait parce qu'on était en train, avec Raph, on se disait mais en fait, c'est bien s'il a un côté plus fort, plus autoritaire, et puis ça partait en couille, puis on disait Mussolini, il pense Mussolini, et à la fin, il est reparti de là sans voix, parce qu'il s'est vraiment égosillé dans le micro pour nous, donc pour ça, je sais pas si tu es dans la salle, José, mais un grand merci, parce que franchement, je pense que ça nous apparaît comme une évidence maintenant, quand on le voit à l'écran. À aucun moment, vous n'avez pensé à Sergio Lopez, quand même. Et c'est là où tu me mets dans la position délicate où je dois te dire que je ne sais pas qui est Sergio Lopez. Non. J'espère que tu n'es pas dans la salle, Sergio Lopez, sinon je m'en excuse par avance. C'est un grand acteur franco-espagnol qui joue dans un des plus beaux films qu'on a vu à Cannes qui s'appelle Sirat. Qui sortira au mois de septembre. Le plus beau film que j'ai vu à Cannes, c'est celui-là, moi. J'ai pas eu le temps de voir les autres. Mais non, du coup, je sais pas, on s'est dit ça, je crois qu'on s'est dit un peu comme une blague au téléphone avec Raph. Vous êtes trop jeune, toi et Raph, pour penser à Sergio Lopez. Merde. Ouais, mais en même temps, tu vois, du coup, José Garcia, c'est notre enfance, quoi. Et donc, on s'est et il est beaucoup plus vieux que Sergio Lopez, en fait. Donc, c'est ça le paradoxe. Tu vois, c'est une preuve, s'il en fallait, que je sais toujours pas qui est Sergio Lopez, ni son année de naissance, a priori. Vous connaissez quand même Sergio Lopez ? S'il vous plaît, levez la main ceux qui connaissent pas, histoire que... Ceux qui connaissent. Merci. Ceux qui connaissent. Voilà, on est en majorité. Ah ouais. Mince. Ça a été voté. C'est pas grave, Sirat sort au Café des Images, donc c'est... Bon, j'irai le voir quand même. Oui, Allez-y. Bonsoir. Quelle est la part d'impro dans les dialogues ? Est-ce qu'il y en a d'abord, mais si Bien sûr, il y en a beaucoup. Déjà, alors... C'est surtout la première partie, en fait, en France. Puisque, des fois, moi, j'avais un coup de fil. En fait, Raphaël, il avait mis une clause dans ses contrats qui faisait que, quand il était pris pour un film, j'avais le droit de venir 2 jours. Mais dans les faits, lui, il a peut-être 3 semaines de tournage.
Il faut qu'ils commencent à travailler un peu au corps les comédiens, préparer le terrain, dire s'il y a un gars qui vient, ça te dérange, si on tourne un truc, mais on savait pas trop quoi. Donc voilà, c'était difficile de convaincre certaines personnes. Et des fois, moi, la veille, dans le train, où j'avais un message, ah, lui, il est chaud. Donc là, il fallait penser à un truc pour cette personne, sans trop même savoir le film qu'on faisait. Donc à la fin, il y avait des fois une ligne. Marina Foïs, elle a la même coupe de cheveux, point. On n'a que ça en boutique, donc il faut y aller, on n'a que ça. Donc là, il y a beaucoup d'improvisation et ça repose aussi énormément sur le talent des gens qui ont accepté de se prêter au jeu, puisque c'est vraiment que des gens très très forts. Et il y en a certains, la moindre seconde qu'on a eue avec eux, elle est dans le film. Hein. Donc c'est dire aussi l'efficacité de certains. Et après, même nous, quand on est tous les deux, nous, là, on n'a pas de moyens techniques, tout ce qu'on a, c'est du temps, puisqu'on est tous les deux. Et nous, c'est ce qu'on aime le plus, enfin en tout cas quand on est ensemble, c'est les dialogues. C'est ça qui nous donne envie même de faire ce film, tu vois. Donc là, on a le temps, même quand on écrit des trucs, on a le temps de tourner pendant 3 heures et voilà, et extrapoler dans un sens, dans l'autre et voir ce qui se passe. Après, le Pérou, c'est différent, c'est parce que c'était quand même écrit. Les dialogues étaient écrits. Mais on les écrivait tous les deux. Il y avait quand même aussi parfois fatalement de l'improvisation au Pérou. Mais les dialogues étaient quand même vachement écrits, ou en tout cas on partait d'une base. Mais même la façon d'écrire les dialogues, ce qui fait que c'est vivant, c'est qu'en fait c'est Raph et moi sur un canapé qui s'arrachent l'ordi pour écrire un truc encore plus débile, pour faire rire l'autre, qui retire l'ordi. Donc c'est déjà presque un échange, tu vois, comme tu pourrais l'avoir à l'oral. Donc voilà, je situerai ici le degré d'improvisation au sein de ce film. Avec plaisir. Mais ce qui est quand même très intéressant dans le film, malgré tout, c'est qu'il y a quelque chose qui veut parler de l'acteur. Et on sait, en tout cas moi je sais que Raphaël Quenard, il a vraiment été un peu rentre-dedans pour pouvoir participer à des tournages. Il s'est d'une certaine manière imposé. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il veut parler de ça, mais en parlant des coulisses du cinéma et en parlant de façon très extrémiste. C'est-à-dire que je suppose que Jean-Pascal Zadi s'entend très bien avec Raphaël Quenard et qu'on est loin de ce qu'on peut voir dans le film. Mais voilà, c'est étonnant de vouloir, de la part de Raphaël Quenard, reparler de son parcours d'acteur tout en se mettant d'une certaine manière un peu en danger, en fait. Alors, je nuancerai un petit peu. Par exemple, imposer... Je pense que, et c'est aussi un truc qu'on essaie de montrer dans ce film, c'est que tu peux pas t'imposer en réalité dans ce milieu. Tu peux être insistant et tout faire, mais à la fin, t'es 150 à passer le casting. C'est pas toi qui choisis si on t'appelle 2 mois après ou pas. Mais je pense que c'était pas autant intellectuel. Enfin, c'est pas un désir de se venger du cinéma non plus, tu vois, quand on raconte ça. C'est plus que oui, lui, il a eu cette expérience du comédien un peu bizarre qu'on met de côté. Évidemment, tout ça est poussé à l'extrême. Les curseurs sont montés pour créer de la comédie. Mais il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, quand on commence à tourner ce film, mais même à Bordeaux, par exemple, tu vois, avec Jean-Pascal Zadi sur le tournage de Pourquoi tu souris, à l'époque, Chien de la casse, c'est pas sorti. Yannick, c'est pas sorti. Cash, c'est pas sorti. Il n'y a rien qui est sorti. Donc, mine de rien, Raphaël, c'est véritablement le comédien... qui n'a aucune carrière à côté de celui qui a une carrière. C'est plus le cas aujourd'hui quand on sort le film, mais à l'époque, c'est ce qui se passe. Donc nous, c'est normal qu'on raconte ça, parce qu'on va pas raconter, parce que nous-mêmes, on ne savait pas que, en tournant ces images où il est complètement, mis à l'amende, on peut pas deviner dans quelle ampleur est-ce que, au final, 3 ans plus tard, il est sur un pied d'égalité presque. Donc c'est vous le voyez avec votre vision d'aujourd'hui, mais nous, quand on le fait, il y a quand même un truc qui est plutôt témoin d'une réalité à l'époque. Après, oui, voilà, on rigole du milieu du cinéma et des acteurs, parce que ce film n'est que autodérision. Nous, en tout cas, on estime s'être moqué d'absolument personne d'autre que de notre personnage et donc de notre film, quoi. Et donc, puisque c'est un acteur... puisque Raphaël est acteur et que c'est un faux documentaire, il faut qu'on fasse un film sur un acteur. Donc tu fais un film aussi un peu sur le cinéma. Même si tout ce qui se passe au Pérou, pour moi, c'est tout autant un film sur un acteur sans qu'il y ait le cinéma, pour le coup. C'est enlever le milieu du cinéma et garder qu'est-ce que c'est justement un acteur quand il n'y a pas des projecteurs et un scénario.
C'est juste un mec qui a besoin de s'occuper et de se donner en permanence, parce qu'en réalité, peut-être que ça cache plus autre chose que ça n'en dévoile, tu vois. Donc voilà, je dirais que c'était pas vraiment l'envie de raconter un truc acerbe sur le cinéma ou voilà. C'était pas ce que je voulais souligner, mais en revanche, il y a une image qu'on trouve là de Raphaël Quenard qui correspond finalement à l'image qu'on a de lui, en fait. Celle de son cul, du coup, j'imagine, non ? Non, mais de manière générale. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que Raphaël Quenard, il est vraiment comme ça ? Est-ce qu'on est dans un réel fictionnalisé, poussé à l'extrême, ou bien est-ce que quand il n'est pas devant une caméra, il joue pas un personnage ? Parce que là, quand on le voit à la télévision, quand on le voit dans ton court-métrage, le premier, quand on le voit dans tous ces films, on a l'impression de voir quelqu'un qui joue, en fait. Oui. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui joue en permanence ? Il y a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, évidemment que c'est faux et qu'il se tourne en dérision. Et c'est risqué de sa part, et tu fais bien de le souligner, puisque on sait que même dans la vraie fiction, il y a des gens qui vont avoir une image de toi basée sur le film qu'ils ont vu, le rôle que tu joues. Enfin, moi, il y a des gens qui l'appellent Yannick et qui pensent qu'il est vraiment fou, j'en connais beaucoup, quoi. Que je croise dans la rue avec lui, à ses côtés. Donc là, c'est vrai que c'est un risque pour un comédien de se servir et de mettre à profit son image publique, qui est censée être son fonds de commerce, pour le détruire et justement présenter sous un jour pas très agréable. Surtout que là, tu vois, il le pousse à l'extrême dans sa diction où il bave. C'est déjà dans le cas avec l'acteur. Ouais. Oui, et puis du coup, on se moque une fois de plus presque autant de Raphaël que de l'acteur de manière générale, dans ce que ça peut avoir d'un peu expansif par moment, voire outrancier. Mais l'autre truc intéressant que tu dis, c'est que tu dis, par exemple, quand on le voit à la télé. Mais en fait, ce que vous voyez à la télé et au cinéma, c'est à mettre sur le même plan. Donc, a priori, personne ne le connaît vraiment, à moins de le connaître vraiment. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, même parce que toi, tu le connais bien que je pose la question. Exactement. Mais c'est pour ça qu'elle est intéressante, la question. Et je pense qu'il faut le préciser. Parce que moi, il y a des gens qui me disent ça quand je dis que je travaille avec Raphaël. Et en fait, ils me parlent de lui comme s'ils le connaissaient sur la base d'un plateau télé. Mais en fait, et pour avoir expérimenté même moi-même l'exercice, tu n'es jamais aussi peu toi-même que sur un plateau de télé. C'est vraiment... Le plateau de télé, c'est pire que le cinéma. C'est le diktat de... Il faut être intéressant et t'as qu'une prise. Et si tu te ridiculises en direct à la télé, c'est fini, quoi. Enfin, c'est fini, façon de parler. Mais c'est encore plus cruel que le cinéma, en fait. Et du coup, dans les médias, tu es autant, si ce n'est plus, en représentation, ou même si c'est l'image que tu choisis de donner, que ce que tu es dans la vraie vie. Et Raphaël, dans la vraie vie, et je pense que vous serez déçus, mais c'est un être humain relativement normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas, bien au contraire. Mais voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est faux. Mais tout ce que vous voyez, et n'importe quel comédien que vous voyez sur un plateau de télé, il faut sortir des grandes phrases. Raphaël, il fait ça dans l'autodérision. Mais t'en as, voilà, toutes les 2 phrases, il a une leçon à te donner sur la vie. Bon, a priori, je sais pas d'où il sort cette expérience en ayant, tu vois, fait 4 films en 20 ans et en n'ayant rien fait d'autre de sa vie, mais c'est tout autant des gens qui sont en représentation, même si vous affichez un air très sérieux et respectable, voilà, ils en sont pas moins quelqu'un d'autre, quoi. Il y avait, je crois, une... Oui, je suis là. Ce que je voulais savoir, du coup... Bonsoir, déjà. Bonsoir. C'est savoir, du coup, toi qui es spécialiste des making-of, même si, bon, là, c'est bien différent d'un mariage, est-ce qu'il y aura un making-of sur ce film ou est-ce que c'est volontairement filmé de sorte à ce que ça ressemble à un making-of, à un vlog En fait, c'est pas volontaire, c'est que c'est la seule façon de faire. Puisqu'en fait, il faut qu'on soit déjà que 2 dans le dispositif, que ce soit pour s'incruster sur un plateau de tournage ou chez un chaman, tu vois, ça appelle à cette flexibilité. Et l'autre truc, c'est qu'au tout début, on a essayé, parce qu'on a fait le court-métrage comme ça à 2 avec la caméra, juste parce que c'est tout ce qu'on avait entre les mains. On s'est rendu compte que ça nous permettait, nous, de mettre à l'écran, en tout cas, et de faire vivre cette relation qu'on a dans la vraie vie. Après, on s'est dit, quand même, c'est bien s'il y a un mec qui cadre dont c'est le métier, pour des raisons évidentes. Et donc, surtout que moi, tu vois, je filme, j'ai le son dans l'oreille, je fais le point, et en même temps, il faut que je l'aide en le dirigeant et que je réponde à ce qu'il me dit. Donc, au début, j'avais beaucoup de mal. Donc, on a essayé de prendre quelqu'un avec nous.
un cadreur. Et moi, j'étais derrière, comme ça. Et en fait, on a fait ça 2 jours et c'était catastrophique. C'était pas drôle, on n'était pas drôle, on se sentait pas drôle. Et en fait, on se brimait, et surtout Raphaël qui est devant la caméra pour le coup. Et je sentais qu'on n'arrivait plus à convoquer le truc de n'importe quoi. Et c'est peut-être catastrophique et on ne le montrera pas, mais au moins on l'a. Tu vois, c'est un peu ça la phrase. Vous vous sentiez un peu comme les personnages secondaires de votre propre film, quoi. C'est même pas tant ça. En fait, il y a une analogie. C'est comme si t'es dans la cuisine en soirée, t'es en train de rigoler avec un gars, avec qui en plus tu fais des blagues qui sont vraiment celles que tu peux pas avoir avec tout le monde, ce qui fait tout le suc de cette blague et de cette relation-là. Et t'as un gars qui arrive, qui se pose à côté comme ça contre le frigo et il parle pas et il se met à côté de toi. Et en fait, tu vas pas t'offrir pareil. Et nous, tout ce qu'on fait dans les 200 heures là, pourquoi le film il fait 1 heure et pas 200 heures? Parce qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans les 200 heures. Il y a vraiment des catastrophes, des trucs qu'on s'est empressé de jeter à la poubelle. Mais en fait, il faut t'autoriser à faire ça. Et ça demande une confiance pour être dans une forme d'intime que tu retrouves pas si t'es pas que 2 avec ton pote et s'il y a un autre gars. T'oses moins parce que t'as plus peur de bider. Parce que nous, pourquoi on écrit ensemble et qu'on joue ensemble? Parce que il donne une idée de merde, je lui dis c'est de la merde. Inversement, il me dit c'est de la merde et tout va bien. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des idées de merde. Mais quand il y a une 3e personne, t'as tellement pas envie qu'elle entende ton idée de merde qu'en fait, tu sais pas, mais dans ce grand panier de merde, il y avait une petite pépite, il y avait une petite merde en or. Voilà. Pour filer un peu, pour imager mon propos. Donc on n'avait pas la petite crotte d'or parce qu'on gardait notre petit panier de merde pour nous, tu vois. C'est ce qui fait que on a l'impression d'une grande liberté quand même dans le film. Bah, c'est au prix de ça et de ces quelques défaillances et limitations techniques qu'on a pu faire n'importe quoi pendant 3 ans, quoi. Il y a d'autres interventions, oui. Bonsoir. Pourquoi ce court passage de quelques comédiens très connus, vraiment dans des tout petits rôles, où ils se tiennent très sérieusement? Est-ce qu'il faut marquer le contraste justement avec, Raphaël Quénard, où il y a qu'Emmanuel Devos qui ne garde pas son sérieux. Mais je vois pas bien. C'est bien comme idée, mais je vois pas bien à quoi ça correspond pour vous. La question c'est pourquoi ils sont là ou pourquoi est-ce que leur apparition est courte et pas exploitée outre mesure? Pourquoi ils sont là? J'aurais préféré répondre à la 2e question. Bon, on posera on l'a posée. Madame l'a posée. C'est la 2e question. Eh ben oui, c'était aussi la caution sérieuse à opposer à Raphaël. Et moi je trouve que tous ces gens-là qui sont très drôles et qui sont réputés pour être drôles, ils sont jamais aussi drôles que quand ils sont pas drôles. Voilà, pour faire une phrase simple encore. Donc moi je trouve ça plus drôle de voir Éric Judor expliquer à un gars pourquoi il est con. Et je veux dire, si même Éric Judor t'explique pourquoi t'es con, c'est qu'a priori tu pouvais pas faire plus fort, tu vois, comme mur à te prendre. Et l'autre réponse, c'est de l'opportunisme, tout simplement, parce qu'on était vraiment sur les tournages où ces gens qu'on adore étaient là, et nous on voulait faire vivre quand même ce milieu du cinéma. Et puisque c'est un faux documentaire, c'est quand même une caution de vous dire que tous les gens que vous avez vus là, on est allé les chercher, c'est quand même la preuve qu'on a tout fait pour vraiment essayer de rentrer dans ce faux milieu du cinéma. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi, déjà ça, et ils sont très drôles, et donc nous, ça nous permet d'avoir la garantie qu'on va pouvoir improviser avec des gens qu'on admire, et on sait qu'ils vont nous faire rire, et pour la plupart, même la totalité en réalité, il y a toujours eu des trucs qu'on a récupérés parce qu'ils sont tous très bons, quoi. Et puis il y avait une intention quand même derrière, puisque tu l'as dit, évoqué tout à l'heure, mais quand Raphaël passait un contrat pour un film, il mettait cette clause qui permettait... Non, ça c'est que la production n'a pas le droit de me chasser du plateau. C'est encore une autre étape avant de convaincre tous les comédiens qui ont fini par accepter. Ça veut dire que c'était déjà dans l'esprit, quoi. Tous ces gens-là, ils me découvraient. Franchement, Gilles Lelouch, par exemple. On était dans la loge HMC le matin avec François, on tourne notre petit truc. C'était pendant le tournage de L'Amour. Exactement. François Civil qui voulait pas tourner avec nous. La veille dans l'hôtel, on lui expliquait avec Raph, il voulait pas. Il disait non, franchement, votre truc, vous êtes mignon, mais c'est casse-gueule.
Et on a profité du fait qu'ils étaient dans une petite caravane de maquillage pour que je me mette là et que je bouge pas collé à lui, quoi. Et au bout d'un moment, il a fini par se lâcher et jouer, et après il en redemandait. Et après c'est lui derrière qui venait nous chercher. Attends, on refait un truc. Et pareil, je pense que Gilles, il est rentré dans la caravane la première fois qu'il m'a vu. Il a dû se dire que j'étais un gars de France 3 Lille, tu vois. Ça se tournait à Lille. Et je pense qu'il savait même pas qui j'étais. Et après sur le plateau de tournage, je pense qu'il a découvert, parce qu'il était un peu occupé, l'ami Gilles, il a dû découvrir entre les prises que nous, on était en train de... En fait, c'est ça, c'est des enfants, tu vois, c'est le terme jouer dans son sens le plus strict. C'est-à-dire que c'était François et Raph et moi et JP qui faisions n'importe quoi et qui jouions et ça nous amusait. Et lui, il découvre ça et il rentre dans le plan en engueulant Raph sans qu'on lui ait rien demandé. C'est lui tout seul qui se ramène dans la scène et c'est un bonheur. Donc voilà, c'est pas toujours non plus calculé à outrance, et c'est pas parce que j'ai l'autorisation par la production d'arriver sur le plateau qu'on a la garantie. On a eu beaucoup de chance que tous ces gens-là soient de 1 réceptifs et de 2 drôles, parce que c'est dur comme exercice qu'on te pointe une caméra dessus et on te dit attends, on a juste un truc en 2 minutes. Et tu lui donnes un pitch, là tu prends une photo de son cul, ou là il te propose de faire Eric et Rafi, tu vois. Et il faut réussir à rentrer dans le truc, ça demande un peu d'abnégation quand même, et d'autodérision. Et ça, je pense que c'est important. Et le clin d'œil à Jean-Pascal Zadi est vraiment sympa, je trouve, parce que il y a quelque chose quand même de tout simplement noir en fait dans le projet du film lui-même. Nous, on n'a jamais trop eu de référence. En tout cas, pas de faux documentaires. Bizarrement, c'était plutôt des vrais documentaires. Mais en fait, quand tu y réfléchis, je sais plus qui m'avait fait la réflexion, mais en France, tu as quand même tout simplement Noir, Platane. C'est arrivé près de chez vous, même si c'est belge. Et donc, il y a quand même Poulvord, Zadi et Judor dans le film. Donc oui, c'est un peu marrant de voir que... Oui. Mais c'est la preuve que ce sont des bons clients, parce que justement, cet exercice, ils s'y sont prêtés avant à l'autodérision, et ils sont très bons là-dedans, quoi. Et quand tu parles de documentaire, alors, à part Striptease, c'était quoi ? Il y avait des... C'était Striptease, vachement dans la volonté d'essayer d'osciller entre c'est pathétique, c'est ridicule, c'est touchant et j'ai pitié. Tous ces trucs-là en même temps, c'est ça qui fait que pour moi c'est fabuleux, Striptease, franchement. Et après, il y a des trucs un peu plus formels, par exemple le documentaire Riverboom, je sais pas si vous avez vu. Oui, qui a été diffusé ici. Si vous l'avez pas vu, c'est très bien, Riverboom, hein. Franchement, rattrapez-le si vous pouvez. Et qui, lui, est un vrai documentaire d'un gars qui est assez lâche dans la vie et qui se retrouve en Afghanistan dans les années 2000 pour une raison un peu étrange. Mais il se retrouve embarqué là-bas avec des amis à lui plus courageux. Et bref, il se passe plein de choses là-bas. Et voilà, le rythme, les photos, tout ça, on s'est dit, ah ouais, ça marche bien, c'est pas mal comme caution réalité. Donc voilà, on a volé Riverboom. Alors on a beaucoup parlé de Raphaël, mais peut-être parlons de toi, Hugo. C'est quoi la suite ? Ce sera pas que du making of. Non, making of j'en ai fait un, ça me suffit. Non, la suite je sais pas, j'hésite entre les législatives peut-être. Ça peut se. C'est quand oui, c'est croustillant tout ça. C'est 2027, 26. Les municipales, c'est l'année prochaine. Et après, à Caen, c'est quoi la température un peu politique ? Le maire en place, il est comment ? Il est dans les sondages ? À Caen, il est a priori sans étiquette, mais le précédent est Elliott. Oui, voilà. C'est sans. Je te dis, le président est Elliott. Il est populaire ou est-ce qu'il peut un outsider, tu vois, qui arriverait un peu comme ça pourrait se faire une place ? Parce que moi, déjà, j'ai le j'ose pas le dire. La suite, c'est ça, je pense, c'est la politique. Hein. De toute façon, c'est la seule autre. C'est le degré supplémentaire, je pense. C'est marrant parce que j'allais te demander si tu allais suivre un peu Raphaël sur la suite. Parce que ça m'a fait penser aussi à un truc politique où un réalisateur assez proche qui suit depuis le tout début. Je pense que c'est encore mieux qu'un acteur. La carrière du maire du Havre, qui sera peut-être sans doute qui a passé toutes les étapes, qui a été Premier ministre et qui peut-être un jour sera président de la République. Et je pense qu'il continue à le filmer en fait. Il fait bien. Parce que franchement, c'est vraiment de loin les plus grands acteurs ici-bas. Et je pense que c'est ce que j'ai dit. Tu vas pas filmer Raphaël jusqu'à son Oscar ? Moi, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que vous allez refaire un film comme ça ? On va continuer de travailler ensemble.
Je pense pas qu'on va refaire un film comme Non. ça. Déjà parce que c'est assez éreintant, et aussi parce que bon, passer a priori la surprise. Je pense qu'en refaire un, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais j'ai dit il y a 2 cas de force majeure où obligé, il faut qu'on y retourne. C'est du coup les Oscars, comme tu dis, c'est s'il est pris d'un coup pour faire un méchant dans James Bond et qu'il est à nouveau le gars un peu bizarre sur le plateau, mais à Hollywood, ça, obligé, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et l'autre, c'est si un jour il brigue une mairie de Grenoble ou tu vois, député d'Isère. Et là, je pense qu'un faux documentaire dans une campagne politique, je suis sûr que c'est le meilleur pitch de film possible. Donc voilà. C'est vrai que là, il y a eu une période un peu de rupture, parce qu'effectivement, il y a toujours un décalage avec le moment où on reçoit les films et les acteurs, et le moment où ça a été tourné. Et je crois qu'il y a eu un moment où Raphaël Quenard n'a finalement pas beaucoup tourné, alors que nous on le voit beaucoup en ce moment. Voilà. Et en revanche, il a écrit un bouquin qui s'appelle Clamsey à Tawin. dont on fera pas la publicité puisqu'on. Si on en fera la publicité, parce que quand même, je tenais à dire, la librairie Guillaume est partenaire ce soir. Ok, autant. Et le livre est en vente. Et j'ai lu le livre à la cafétéria. Pourquoi tu voulais pas en faire la publicité? Je sais pas, vu que dès que je me retrouvais sur un plateau télé où il me parlait du livre, j'avais un peu envie de parler d'autre chose, mais a priori. Non, je plaisante. En plus, je l'ai lu le livre, et le fait est que si vous aimez Raphaël et sa plume, qu'il a déjà au cinéma aussi, vous devriez y trouver votre compte. Je sais pas si vous voulez. Est-ce qu'il y a. Je dédicace pas les livres de Raphaël. Je vous le dis parce que à Bruxelles, encore la dernière fois, les gens venaient me voir avec le livre. Et je me suis dit, bon, au-delà d'être vexant, parce qu'a priori, je suis l'espèce de. Tu sais, le deuxième prix, pas la voiture, mais le panier garni. Et puis, je l'ai pas écrit, mec, donc je veux bien le signer, mais je suis pas sûr que ça soit d'une quelconque utilité. Donc je vous le dis, voilà, ce soir, je ne dédicace pas les livres Clamsey à Tataouine, mais vous pouvez quand même l'acheter malgré tout. Et il sera tout aussi bien sans ma signature. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ou on arrête pour là? Parler du livre, sinon, du coup, vu que je fais les deux ce soir. T'es capable de parler du livre? Bien sûr, je l'ai lu. C'est déjà mieux que la plupart des journalistes qui en ont parlé jusqu'ici, donc... Tiens, parlons de la critique, alors, pour finir. Parlons de la critique, parce que... La critique du film, du coup. Oui, du film. Là, tu reviens sur le film. Parce que là, ça a été très étonnant... et très tranché en fait, oui, c'est assez tranché et assez injuste. Exactement. Je trouve que c'est pas la peine d'être énervé sur le film. Alors il y en a une que je vous invite tous à lire. C'est Libé, qui est la critique de Libération. Oui. Quand on l'a lu avec Raphaël, on s'est appelé parce qu'on a vu beaucoup de critiques défiler, tous sur le même jour. Mais celle-ci, on s'est appelé quand même. C'est d'une ingéniosité et d'une créativité dans l'insulte apparemment. Que franchement, ça force le respect, on n'a même pas pu mal le prendre, quoi. On s'est dit, belle plume, franchement, punchline, super, dommage que ce soit pour nous descendre, mais... Et non, oui, en fait, c'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, beaucoup de gens qui n'aiment pas. Libération, par exemple, n'aime pas, l'Humanité, Marianne, le Canard enchaîné aime, Le Monde aime pas, Les Échos aiment. Donc je sais, pareil, je suis sans étiquette, je crois, je suis comme le maire de Caen. A priori, je peux réussir à... Donc t'es de droite, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, mais s'il faut être de droite, je serai de droite. C'est pas de gaieté de cœur, mais moi, s'il faut aller chercher des voix, mon avantage, c'est que j'ai aucun vrai programme politique, j'ai pas de conviction. Donc voilà, je serai vraiment le maire de mes électeurs, puisque vous déciderez pour moi du programme et de l'idéologie à défendre. Ben voilà, tu l'as dit. Je te demandais ce que tu voulais faire dans les années à venir. C'est pas tourner des hommes politiques, c'est te présenter carrément à l'élection avec ton t-shirt I Love Caen. Ouais, je pense que ça peut marcher. Voilà, on a un candidat. Ouf. Si Aurel San ne se présente pas en dernière minute, je pense que je peux réussir à tirer mon épingle du jeu. Ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va finir sur ces belles paroles. Hein. Merci Hugo. C'était très chouette cette rencontre. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci de nous inviter, bien sûr. Oui. Merci encore au Pacte et à Clémence. Et donc le film est encore à l'affiche, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, puisqu'il faut encore 10 personnes pour chacun d'entre vous, là, pour qu'il y ait un tatouage sur cette belle épaule.
et sur celle de Raphaël Quenard. Peut-être qu'on fera un Condor coupé en deux, non? Ça serait rigolo. En tout cas, je vous assure que vous verrez à la fois le tatouage et à la fois nos têtes pas si sûres au moment précis où l'aiguille perforera à une vitesse hallucinante notre pauvre épiderme. Oui, tout ça sera filmé, évidemment. Merci On a bien. toujours tout filmé et tout rentabilisé jusqu'ici. Je vois pas pourquoi on se priverait sur le tatouage. Merci tout le monde, bonne soirée.